13h, l'information sur RTI1 dans les titres de ce journal. Vivre et non vivre pour soutenir les plus vulnérables en cette saison. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte son soutien à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire en ce temps de carême préparant la Pâque. Des dons d'une valeur de 130 millions de francs CFA réceptionnés par les guides religieux. La lutte contre l'orpaillage clandestin, un projet de réhabilitation des sites d'orpaillage clandestin est en cours. Une initiative de l'organisation Agir pour l'environnement à Dimbokro, Agir pour l'environnement des industries extractives, un projet qui bénéficie d'un appui financier du Canada. Et puis ça y est, les nouvelles taxes américaines sont en vigueur depuis ce mercredi, une semaine après l'annonce choc de Donald Trump sur les droits de douane réciproques. Le plancher universel de 10% généralisé par Washington sera accompagné de surtaxes définies sur mesure par la Maison-Blanche. Bienvenue à tous. Il se tient ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une réunion entre les membres du gouvernement ivoirien et le président de la République qui vous sera rapportée dans nos éditions prochaines. Partage et solidarité, les élans de générosité se multiplient en cette saison pour les communautés chrétiennes qui préparent la Pâque dans le recueillement et le jeûne. La générosité prend un visage officiel avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au siège de sa fondation Children of Africa à Cocody. Des vivres et non-vivres ont été remis aux guides religieux à la communauté chrétienne. Un soutien d'une valeur de 130 millions de francs CFA destiné aux croyants en situation de vulnérabilité. Le point d'Alexis Ouetraogo. C'est une tradition pour la première dame Dominique Ouattara. Chaque année, à l'orée de la fête de Pâques, l'épouse du chef de l'État traduit sa solidarité à la communauté chrétienne avec un important don de vivre et non vivre. Un acte inscrit dans l'esprit du carême chrétien qui invite à la charité envers les plus défavorisés. Madame la Première Dame, je puis vous assurer que c'est vivre et non vivre que vous offrez, c'est des montagnes de dons que vous offrez à cette occasion, sont des précieuses contributions qui apportent aux personnes démunies de nos communautés non seulement de l'aide, mais aussi de l'espoir. Madame la Première Dame, les autorités religieuses ici présentes voudraient par ma voix vous exprimer encore une fois leur reconnaissance pour votre bienveillance et prie pour que vous soyez bénis et votre époux aussi, notre président, pour la gentillesse dont vous faites toujours preuve. Nos deux communautés ont vécu un temps fort de grâce où nos prières pour la Côte d'Ivoire sont montées ensemble vers Dieu, vers Allah. Pour la ministre de la Cohésion sociale, à quelques jours de la Semaine sainte, la charité prescrite en temps de carême doit être un mode de vie, à l'image de l'engagement constant de la Première Dame. Cette proximité de partage avec vos concitoyens est également le témoignage éloquent de la politique à visage humain de votre époux, le président Alassane Ouattara, grand artisan de la Côte d'Ivoire solidaire. Des mots soutenus par le ministre de l'Intérieur. Les dons que vous offrez aujourd'hui, encore une fois, Excellence Madame la Première Dame, ne sont pas que de simples gestes matériels. Ils sont chargés de symboles et porteurs de sens. Ils rappellent à chacun que la solidarité est un pilier de notre société. Ils rappellent que la compassion doit guider l'action publique et que l'espérance reste la plus précieuse des nourritures. Pâtes alimentaires, sacs de riz, de sucre, de lait, d'huile devraient soulager de nombreuses familles en cette période de partage. Le carême est un moment important de la vie chrétienne qui nous invite à l'introspection et à la prière. C'est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement envers nos frères et sœurs. Durant cette période de pénitence, chaque croyant s'attelle à cultiver l'amour du prochain, la générosité et le partage. C'est dans ce même esprit que nous nous retrouvons aujourd'hui afin de faire œuvre de charité envers ceux qui sont dans le besoin. Pour cette année 2025, nous sommes heureux de remettre des dons d'une valeur de 130 millions CFA à la communauté chrétienne de notre pays. Cette contribution est destinée à soutenir les familles les plus vulnérables et à leur apporter du réconfort
en cette période d'élévation spirituelle. La première dame n'a pas manqué d'insister sur l'importance de l'unité et de la fraternité. J'émets les vœux que ce temps de carême soit pour chacun un chemin d'amour et de foi. Je souhaiterais enfin que nous unissions nos prières afin que notre beau pays demeure dans la paix et la solidarité qui le caractérise. Notons que le 13 mars dernier, la communauté musulmane recevait des mains de l'épouse du chef de l'État des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Pour des médias responsables, la ACA et l'UNICEF adoptent une charte d'éthique. Elle garantit une ligne d'action et d'engagement des professionnels des médias dans le traitement médiatique éthique et responsable des sujets impliquant les enfants. Initiative importante pour une meilleure protection des droits des enfants dans notre pays. Jean-Marc Djadji nous en dit plus. La haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA, et l'UNICEF en Côte d'Ivoire s'engagent pour la protection des enfants dans les pratiques médiatiques du pays. Une charte éthique des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire est donc signée par les deux entités. Les enfants sont exposés à des représentations médiatiques qui peuvent être biaisées, qui peuvent être stigmatisantes et même quelquefois exploitantes. Souvent, les principes fondamentaux de la protection des enfants ne sont pas suffisamment pris en compte dans la couverture médiatique. C'est pourquoi, Maître, la signature de cette charte éthique des médias audiovisuels constitue pour moi une avancée majeure dans le contexte actuel. Une avancée majeure dans le contexte d'une Côte d'Ivoire qui a réalisé beaucoup en direction de ses enfants. En tant que régulateur des médias audiovisuels, il est donc de notre devoir de veiller à ce que les contenus auxquels les enfants ont accès soient sûrs, appropriés et adaptés à leur âge. Mais bien plus encore, nous devons nous assurer que les médias respectent les principes éthiques et les droits fondamentaux des enfants. Un atelier pour le renforcement des capacités des médias en matière de protection de l'enfance, un mécanisme d'évaluation et une collaboration continue entre la ACA et l'UNICEF sont prévus pour la mise en œuvre de la charte éthique des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Et pour la santé des consommateurs ivoiriens, c'est un label qui définit les normes, un label Normalis, un label d'hygiène alimentaire qui garantit ce que nous mettons dans nos assiettes. Il devrait bien certifier les bonnes pratiques du secteur alimentaire, des cantines et même des boulangeries. Découvrons son rayon d'action avec Juliette Ouya. Les intoxications alimentaires, un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, ce fléau a fait 9 morts en septembre 2023 à Bouaké, dans la région centre. Pour mettre fin à cette situation, Normalis, un label d'hygiène alimentaire, vient protéger les consommateurs contre les risques liés aux pratiques d'hygiène alimentaire défectueuses. Jusque-là, dans la plupart des cas, les normes sont appliquées seulement lorsque les produits vont à l'étranger. C'est vrai qu'on a aujourd'hui les attestations de conformité qui permettent aussi de garantir la qualité de nos produits, mais on n'avait pas beaucoup ces initiatives-là privées comme on peut le voir dans d'autres pays développés qui visaient à promouvoir la qualité au sein donc des entreprises de production. Déjà, 50 petites et moyennes entreprises exerçant dans l'industrie alimentaire se font certifier. C'est pour être plus compétitif parce que le marché est devenu très rude, donc il faut avoir des certificats pour pouvoir se permettre en tout cas d'exporter. Pour 2025, on voudrait que les gens sachent que notre produit il est labellisé et que tout le monde fasse comme nous, qu'on puisse faire du chiffre, qu'on puisse employer beaucoup plus de personnes. Le ministère du Commerce et de l'Industrie encourage les PME, PMI et très petites entreprises à se référer aux normes et à mettre sur le marché des produits certifiés. Le label Normalis est un outil pertinent, adapté aux réalités des entreprises du secteur alimentaire et particulièrement aux très petites entreprises qui constituent les piliers de notre économie locale dans le secteur alimentaire. Créé en 2023, Normalis est le tout premier label privé de qualité dans l'alimentation en Côte d'Ivoire.
Les entreprises ont aussi besoin d'administrateurs de qualité. Il s'ouvre pour cela la 5e édition du certificat des administrateurs de société de la zone UMOA, un programme pour professionnaliser le métier d'administrateur de société. Il propose une formation complète, actualisée et axée sur de nouveaux enjeux de gouvernance et de responsabilité sociétale. Juliette Ouéa nous en dit plus. Le programme de certification des administrateurs de société de l'espace UMOA est à sa 5e édition. Cette formation vise à professionnaliser le secteur. La cible, les administrateurs, hauts dirigeants et cadres détenant des mandats d'administrateurs. Quelques critères de recrutement. Alors, le premier critère, c'est qu'il va avoir un diplôme universitaire ou un équivalent, Bac plus 4, plus souhaite. Et après, il faut soit avoir siégé dans un conseil d'administration ou être en train de siéger. Le programme de certification des administrateurs de société de l'espace UMOA va s'articuler autour de plusieurs modules, notamment la gouvernance d'entreprise, rôle et responsabilité des mandataires sociaux. La question de la stratégie, l'aspect audit, contrôle et gestion des risques. La question du leadership, 160 heures de cours que vous allez faire répartir sur les différents modules. On va faire un examen. Un examen, il y a 200 questions sous forme de QCM. Mais il faut valider 70% de ces questions. Mais ça ne veut pas dire 70% global. 70% par matière. Si je peux parler comme 70% par matière. Le programme de certification des administrateurs de société de l'espace UMOA a déjà connu 4 promotions ayant permis la formation d'environ 100 cadres. Pour l'édition 2025, la date limite des inscriptions est fixée au 15 mai prochain. Nous restons toujours dans le registre de formation. Un nouveau pôle de formation s'ouvre à Abangourou, l'antenne régionale du Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. Une politique de proximité pour répondre au mieux aux besoins en formation et en qualification professionnelle des populations et des entreprises. Hermaniamia. Une coupure symbolique des rubans qui ouvre officiellement les portes de l'antenne régionale du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP d'Abengourou. L'institution, à travers cette action de proximité, veut se rapprocher davantage des populations afin d'assurer une meilleure prise en compte des besoins en formation et en qualification professionnelle. Dans une volonté de proximité et d'efficacité, le FDFP s'est doté de 6 antennes régionales. Nous avons ici donc l'antenne d'Abangourou, ensuite nous avons Boaké, Korogo, Daloa, Man et San Pedro. Celles-ci ont pour vocation de relayer l'action du fonds sur l'ensemble du territoire national. Le président du comité de gestion du FDFP, Siama Bamba, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une démarche d'écoute et d'évaluation des réalités du terrain afin d'apporter des solutions adaptées aux enjeux spécifiques des entreprises, des collectivités et des travailleurs de la région. Ces déplacements nous permettent d'évaluer les conditions de travail de nos équipes, d'optimiser notre offre de services et de réaffirmer notre détermination à répondre aux attentes de nos partenaires. Créé en 1991 dans le cadre du programme de valorisation des ressources humaines, le FDFP s'est imposé comme un acteur clé du renforcement des compétences et de l'adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire. Il accompagne le développement du capital humain et la compétitivité des entreprises à travers le financement d'actions et de formations. Dans la ville de Boaké, une nouvelle cohorte de jeunes volontaires sont présentés au drapeau national. Formés dans 2 centres de service civique, c'est une étape marquante de leur parcours à l'école de la deuxième chance. Ils sont 650 jeunes à avoir été admis à ce programme. Gervais Kwasi et Charles Tatou nous donnent plus de détails. Ils sont au total 650 jeunes, dont 150 filles, qui constituent la 3e cohorte des centres de service civique Tueufosier et de Boaké 1. Ces auditeurs auront à passer 6 mois dans les centres, 2 mois de resocialisation et 4 mois consacrés à l'apprentissage d'un métier au choix. À la fin de la formation, les jeunes issus des centres de service civique ne seront pas laissés pour compte. Le ministre Mamadou Touré fait en sorte que ces jeunes-là, quand ils vont sortir du centre, ils puissent bénéficier d'un stage. Ils vont alors aller soit auprès de maîtres artisans,
soit auprès d'entreprises pour pouvoir parfaire ce qu'ils ont appris. Il y en a également qui vont retourner leur cursus scolaire. Des conseils d'usage sont prodigués aux 650 auditeurs. Discipline, engagement, excellence. Quels sont les maîtres mots de cette aventure? Le gouvernement investit dans votre avenir parce qu'il croit en votre potentiel. Le représentant de l'exécutif dans le Béquet, le préfet de région Théo Fosier, n'a pas manqué de souligner à quel point le bien-être de la jeunesse préoccupe l'État. L'occasion m'est donnée de vous dire que je fais confiance en ce qui est dit ici, en cette chance qui vous est donnée et ce que vous apprenez au quotidien. En plus de la formation académique, les auditeurs reçoivent le b.a.-ba de l'instruction militaire axée sur la discipline. Voilà des jeunes qui pourront bien faire respecter les codes civiques tout en luttant contre les fléaux de la société. Et nous partons pour cela dans la ville de Dimbokro où des mesures sont prises contre les effets dévastateurs de l'orpaillage illégal sur l'environnement. Un projet de réhabilitation des terres endommagées est en cours. Une initiative de l'organisation Agir pour l'environnement des industries extractives qui bénéficient d'un appui financier du gouvernement du Canada. Léon Brou nous en dit davantage. On n'y fera pas de champ. Cet espace de plusieurs dizaines d'hectares attend de se reverdir. L'ONG Agir pour l'environnement des industries extractives vient de le réhabiliter après que les orpailleurs illégaux l'ont dégradé et mis hors d'usage des populations de Boré-Akpokro dans le département de Dimbokro. Sur les lieux, villageois, ONG Agir pour l'environnement des industries extractives, ambassade du Canada, sous-préfet de Diangokro pour planter des palmiers à huile. Le but, restaurer et valoriser l'écosystème de ce site. Elles ont pris sur elles-mêmes une population en entier pour reprendre contrôle de leur terre et de pouvoir en profiter de nouveau. Donc, félicitations à toutes les femmes qui se sont mobilisées, aux jeunes qui ont accepté de prendre ce pas et de changer la donne. On ne pourrait même pas avoir accès. Grâce à la mise en œuvre de ce projet aujourd'hui, voici le monde qui est là, on arrive à circuler sur tout le site pour dire que cela est une possibilité. Nous avons besoin de soutien pour que ce projet aille à grande échelle, parce que toute la Côte d'Ivoire, la plupart de nos différentes régions sont affectées par ce fléau. Sens de cet engagement canadien, la résilience des populations au changement climatique, la sécurité alimentaire, la reconstitution des terres et de leurs couverts, favorisant entre autres la pratique de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. À l'origine de ce succès amorcé à Boré-Akpokro, un financement canadien des activités de l'ONG Agir pour l'environnement des industries extractives. Intéressons-nous à présent aux retraites et à cette préoccupation particulière. Comment garantir une retraite sereine? Dans le cas des fonctionnaires, l'institution de prévoyance sociale IPS-SEGRAE apporte des réponses au cours d'une campagne de sensibilisation. À Ouangolodougou, Kader Sogodougou nous fait le point. Salle des fêtes de la mairie de Ouangolodougou, des fonctionnaires, en majorité des enseignants du primaire venus des 4 coins du département, prennent part à une séance d'information et de sensibilisation sur certains produits conçus et mis en place par l'institution de prévoyance sociale IPS-SEGRAE afin de leur permettre d'avoir une bonne pension à la fin de leur vie professionnelle. Un dispositif aménagé par des experts en sécurité sociale de l'IPS-SEGRAE. Il faut surtout citer le régime complémentaire par capitalisation qui vous garantit une pension comme si vous étiez en activité. Aujourd'hui, grâce aux agences qui ont été créées dans toutes les régions, l'IPS-SEGRAE a mis en avant son rôle majeur, son rôle stratégique de sensibiliser, accompagner et de prendre en charge les affiliés et les bénéficiaires de prestations sociales sur toute l'étendue du territoire. Une joie pour ces serviteurs de l'État qui sont soulagés de l'existence d'un tel mécanisme. Moi particulièrement, je suis très heureuse parce que avant d'être fonctionnaire, j'entendais SEGRAE. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne savais pas ce que la SEGRAE faisait effectivement. On avait plein de préjugés et il nous a éclairés. Parce que sur le terrain, les gens nous disaient que même les anciens fonctionnaires seront frappés par la complémentaire. Aujourd'hui, nous avons tous compris que c'est l'heure, c'est pas vrai.
Cette campagne d'information et de sensibilisation, initiée par l'institution de prévoyance sociale IPS-SEGRAE, concerne tout le pays. Nous partons à présent dans la région du Tongpi pour parler d'autonomisation dans la ville de Danané. 9 millions de francs CFA est apporté aux associations et ONG par la fondation KED qui a remis des subventions à chacune de ces associations et ONG de cette région, totalisant un total donc de 9,6 millions de francs CFA. L'objectif est de renforcer l'autonomisation de ces structures pour soutenir le développement de la région du Tongpi. Chris Diomandé et Siaka Kone. 48 associations de femmes, de jeunes et ONG de la localité de Danané reçoivent chacune la somme de 200 000 francs de subventions gratuites. Montant total, 9 600 000 francs CFA. Un geste de la Fondation KED, présidée par Edwige Dieti. Cette action vise à renforcer l'autonomisation de toutes ces couches sociales. Véritable soulagement qui va booster leur activité et leur permettre d'asseoir une autonomisation véritable. Mes sœurs et frères bénéficiaires que vous avez honorés aujourd'hui, par ma voix, vous disent merci. Pour Edwige Dieti, présidente de la Fondation, il faut se mettre au travail afin d'être de véritables leviers de développement dans la région du Tongpi. Ils sont remplis d'idées, ces jeunes et ces femmes, d'ambition et d'innovation. Mais il leur manque souvent le coup de pouce pour faire émerger et développer leurs talents. Et c'est ce coup de pouce que j'ai voulu apporter aujourd'hui au travers de la Fondation KED, afin de faire de leur rêve d'être autonome une réalité chez nous à Danané. Chères femmes de Danané, soyez des modèles, soyez des femmes exemplaires, soyez des femmes dynamiques. Chère jeunesse, je vous prie de rester ferme dans tout ce que vous faites comme travail. Soyez des jeunes engagés dans le travail. Présentez plutôt votre dynamisme, quittez dans tout ce qui est querelle. C'est ensemble qu'on devient plus fort. Plusieurs actions de développement ont été menées par la Fondation KED dans la région du Tongpi. Entre autres, des subventions gratuites, des dons de matériel agricole et médicaux et des tricycles. L'on note également parmi les actions de la Fondation KED des constructions d'écoles et des centres de santé. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire, vision si chère au président de la République, Alassane Ouattara. Maintenant, cap sur l'Expo Osaka 2025. L'événement est prévu du 13 avril au 13 octobre prochain. La Côte d'Ivoire se prépare à marquer son passage à cette exposition universelle au Japon. La vision de la participation ivoirienne est présentée dans ce reportage de Régis Kofi. La participation ivoirienne à l'exposition 2025 d'Osaka au Japon s'ouvre le 13 juin prochain avec la Journée nationale Côte d'Ivoire. À l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, le commissaire général pour la section ivoirienne de l'Expo 2025 annonce les grandes articulations qui vont meubler cette participation. Il s'agit entre autres des conférences thématiques sur nos matières premières et aussi présenter les politiques et initiatives d'industrialisation. Et également, nous aurons des journées touristiques, des journées culturelles, des journées sportives et un forum économique, ainsi que toute autre activité envisagée qui émailleront cette période. Cela comprend également des journées et activités exclusivement dédiées aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. Il s'agira donc de présenter les opportunités ivoiriennes à l'effet de nouer des partenariats. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, invite les PME et PMI ivoiriennes à se rendre au Japon. Je voudrais inviter de façon solennelle le secteur privé à s'impliquer davantage à toutes les initiatives favorisant une participation honorable et digne de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, à cet important événement qui constitue, à n'en point douter, une plateforme idéale d'opportunités d'affaires et d'investissement. Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain, c'est le thème retenu pour cette édition qui attend 28 millions de visiteurs issus de 200 pays. Parlons à présent de l'aménagement du barycentre. Boaké fait avancer le projet avec la validation du rapport provisoire d'une étude réalisée par l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Les autorités locales et coutumières ont examiné plusieurs propositions pour répondre aux préoccupations des populations impactées. Soro Corona nous présente le point. Faire du district autonome de la vallée du Bandama un hub touristique à partir du barycentre de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. La mise en œuvre de cette vision passe
par le projet d'aménagement et de développement du Centre géographique de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une étude a été conduite par l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée pour déterminer la faisabilité et évaluer le potentiel à générer des retombées positives pour le développement des villages riverains du Bari-Centre. Un atelier de validation et d'adoption du rapport provisoire a réuni autorités administratives, politiques et coutumières. Ça va permettre à un décollage vraiment effectif de nos villages qui souffrent évidemment de l'infrastructure. Plusieurs propositions et recommandations pour prendre en compte les préoccupations des populations impactées par le projet. Pour le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, l'aménagement et le développement du Bari-Centre représentent un atout majeur pour le sort du district. On aura une attraction touristique incontournable dans notre pays. Dans les pays africains, il y a très peu de Bari-Centres qui ont été valorisés. Nous souhaitons valoriser le nôtre en faisant un beau rêve, c'est de trouver facilement les investisseurs qui vont se mettre ensemble pour nous permettre de réaliser ce rêve-là. Des monuments, des hôtels, des restaurants, des centres artisanaux, des salles d'exposition seront réalisés sur une superficie de 25 hectares. Le centre géographique de la Côte d'Ivoire se trouve dans le village de Mandanou, sous-préfecture d'Andokrinou, dans le département de Béoumi. Le tourisme, c'est bien et bien vivre, c'est mieux. Et dans la ville de Méagui, on apprend avec ce geste de l'église des Assemblées de Dieu de la ville qui offre des dons en vivre, non-vivre, mais aussi en numéraire aux personnes vivant en situation de vulnérabilité. Une initiative humanitaire et citoyenne rapportée dans cet élément. Solidarité, partage et foi. 3 mots qui résument la 7e édition de la Semaine de solidarité de l'église Assemblée de Dieu de Méagui, en présence du préfet du département, Pa Timothée, et du secrétaire général de la préfecture, Nguessan Kwaku. Cette édition met l'accent sur l'entraide communautaire. Des chèques sont remis aux démunis pour financer des projets professionnels ou scolaires. Cette cérémonie a pour but donc de conjuguer nos efforts du point de vue matériel et financier pour pouvoir non seulement aider les membres des églises, des élèves à se scolariser, des veuves à être prises en charge, des malades à être soignés, également à aider des bien-aimés à avoir du travail. Tout à l'heure, l'Église a donné des chèques donc à des bien-aimés pour pouvoir soit fructifier leur activité ou bien commencer quelque chose. L'Église veut donner l'exemple. L'Église veut donner un modèle donc du vivre ensemble. Que le vivre ensemble n'est pas seulement des paroles, mais des actes qui permettent donc à plusieurs personnes d'horizons divers d'accepter effectivement de vivre ensemble. La cérémonie s'est achevée par une prière pour la Côte d'Ivoire avec un vœu commun, des élections présidentielles d'octobre 2025 apaisées et une cohésion sociale renforcée. Une autre célébration chrétienne, cette fois au Temple Éden, qui organisait la 18e édition du Festival d'Action de Grâce dimanche dernier. Un festival d'Action de Grâce riche en couleurs pour marquer la reconnaissance à Dieu pour toutes les bonnes actions réalisées dans la vie des fidèles chrétiens. L'actualité internationale à présent avec ces consultations politiques en RDC en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Des consultations qui ont été achevées hier, des consultations politiques initiées par le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, qui avait débuté le 24 mars dernier à Kinshasa. Et si tous les leaders de l'Union sacrée, mais aussi les confessions religieuses et la société civile ont répondu à l'appel, les principales figures de l'opposition de la RDC ont décliné l'invitation du président de la République. Plus de 90% des participants à ces consultations provenaient de la majorité présidentielle, chacun venant défendre les intérêts de son propre courant. Les discussions, on rappelle, ont porté sur des principes jugés fondamentaux par les autorités congolaises, la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières et la souveraineté et le respect des institutions établies et la gouvernance inclusive.
Autre point de l'actualité internationale, ce sont les droits de douane sur les importations aux États-Unis qui sont entrés en vigueur ce mercredi. Les bourses asiatiques se sont écroulées, les marchés financiers européens ont ouvert à la baisse. Et puis pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, elle se voit infliger un taux de 21%. Depuis des jours déjà, cette politique commerciale secoue les marchés financiers qui devraient encore faire preuve de volatilité. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump, quant à lui, s'est félicité de voir des pays appelés pour négocier les tarifs à l'exportation. C'est le terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI1. La suite de l'information, c'est à 20h avec Marie-Laure Goran. Portez-vous bien.